Le 26 février 1945, l'aube se lève sur les plages volcaniques noires d'Iwo Jima. Le soldat Wilson Watson serre le fusil automatique Browning de 20 livres, l'arme que chaque marine redoutait de porter. Trop lourd, trop encombrant, trop lent pour le combat éclair du théâtre du Pacifique, la doctrine militaire disait que les armes automatiques appartenaient aux positions fixes, non aux mains de l'infanterie en avance. Les Japonais avaient construit toute leur défense autour de cette hypothèse. Des mitrailleuses légères, des mouvements rapides, des tactiques d'attaque et de repli qui submergent tout marine assez fou pour traîner un fusil automatique complet sur un terrain découvert. Mais alors que les bottes de Watson frappent le sable tacheté de soufre, quelque chose que l'ennemi n'avait jamais anticipé était sur le point de se dérouler. En 15 minutes, sur une colline imbibée de sang, ce fusil trop lourd prouverait que tout ce que l'armée pensait savoir sur les armes automatiques était complètement faux. Un marine, 60 troupes ennemies, une arme qui n'était pas censée fonctionner. Les Japonais n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Le fusil automatique Browning est né de l'esprit de John Moses Browning en 1918, créé dans les derniers mois d'une guerre qui s'est terminée avant qu'il ne puisse faire ses preuves. 27 ans plus tard, alors que la 3e division des Marines se préparait pour ce qui deviendrait la bataille la plus sanglante de l'histoire du corps des Marines, cette même arme reposait lourdement dans les mains d'hommes qui se demandaient si elle avait sa place sur un champ de bataille moderne. Le soldat Wilson Watson avait porté le BAR pendant 8 mois à travers les camps d'entraînement de Parris Island à Camp Pendleton, et chaque pas avait renforcé ce que chaque marine savait. Le fusil était un fardeau. À 20 livres complètement chargés, il pesait 2 fois plus que le M1 Garand standard. Alors que les troupes japonaises se déplaçaient dans la jungle et le corail avec leurs mitrailleuses Nambu légères et leurs fusils type 99, les carabiniers américains peinaient sous le poids d'une arme qui semblait conçue pour un type de guerre entièrement différent. Les spécifications techniques ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Le BAR tirait la même cartouche 30-06 que le Garand, mais à une cadence de tir de 500 à 650 coups par minute en mode automatique complet. Sa portée effective s'étendait à 600 yards. Impressionnant sur le papier, mais le chargeur de 20 cartouches se vidait en moins de 2 secondes de tir soutenu. Le temps de rechargement dans les conditions de combat était en moyenne de 8 à 12 secondes, une éternité quand le feu ennemi arrivait. Les pieds du bipied de l'arme, conçus pour la stabilité, s'accrochaient à tout, des vignes de la jungle aux affleurements de corail. La plupart des Marines les ont entièrement retirés, sacrifiant la précision pour la mobilité. Watson avait appris ses limitations à la dure pendant des mois d'entraînement. Né en Alabama rural, il comprenait la mécanique et la précision d'une manière que beaucoup de ses homologues urbains ne comprenaient pas. Son père lui avait appris à chasser avec un fusil à verrou Springfield, en mettant l'accent sur la patience et le placement des coups, plutôt que sur le volume de tir. Le bain représentait tout ce que son éducation lui avait appris à éviter. Le gaspillage, l'imprécision, la dépendance à la mécanique plutôt qu'à la compétence. Pourtant le voilà, accroupi dans l'obscurité d'avant l'aube du 26 février, regardant la silhouette d'Iwo Jima grandir, alors que leur embarcation de débarquement traversait les vagues du Pacifique. Les rapports de renseignement avaient brossé un tableau d'une forteresse insulaire sans précédent dans les 3 années de campagne de Sodil des Marines. Les Japonais avaient abandonné leur stratégie précédente de rencontre des assauts amphibies à la plage. À la place, ils avaient passé 8 mois à transformer les 8000 carrés d'Iwo Jima en un labyrinthe souterrain de tunnels interconnectés, de bunkers et de positions de tir. Le lieutenant-colonel Robert de Donig avait briefé le bataillon de Watson sur la philosophie défensive de l'ennemi lors de leur séance de planification finale à bord du navire de transport. Le commandant japonais, le général Tomichi Kuribayashi, avait étudié les tactiques amphibies américaines et conclu que les charges Banzai traditionnelles étaient un suicide contre la puissance de feu américaine supérieure. Ces 21 000 défenseurs combattraient à partir de positions préparées, forçant les Marines à les déloger un bunker à la fois. Chaque colline, chaque ravin, chaque apparence de terrain découvert avait été préciblée pour l'artillerie et le tir de mortier. Le problème tactique était sans précédent. Les batailles précédentes du Pacifique avaient été remportées par des avances rapides soutenues par le tir naval et le soutien aérien rapproché. Les défenseurs d'Iwo Jima étaient enterrés trop profondément pour que les obus navals les atteignent efficacement. Le terrain volcanique de l'île absorbait la force explosive, transformant les bombardements massifs en affichage coûteux qui laissait l'ennemi largement intact. La victoire nécessiterait des tactiques d'infanterie, de petites unités avançant sous le feu, dégageant les positions avec des grenades, des lance-flammes et l'assaut direct. Watson comprenait que la réputation de son arme pour les mauvaises performances au combat
provenaient d'une mauvaise utilisation doctrinale plutôt que de défauts inhérents. Les planificateurs militaires avaient envisagé le bar comme une arme de soutien des squads, opérée à partir de positions fixes pour fournir un tir de couverture aux carabiniers en avance. Ils avaient emprunté ce concept à la guerre européenne, où les nids de mitrailleuses dominaient le no man's land et les avances d'infanterie se produisaient sur un terrain relativement découvert. Le théâtre du Pacifique exigeait une réflexion différente. Les positions japonaises étaient souvent séparées par quelques yards seulement, cachées dans la jungle ou les formations de corail, qui nécessitaient que les combattants se déplacent constamment, tout en maintenant une capacité de tir soutenue. Alors que leur embarcation de débarquement s'approchait de la plage, Watson vérifiait une dernière fois sa charge de munitions. La doctrine standard exigeait que le tireur BAR porte 12 chargeurs de 20 cartouches, 240 cartouches au total. Le poids des munitions seul approchait 15 livres, ajouté aux 20 livres de l'arme et à son kit d'infanterie standard. D'autres Marines de son escouade portaient des clips de 8 cartouches qui pesaient une fraction de sa charge. Il pouvait se déplacer rapidement entre les positions, se coucher à plat ventre pour un tir précis et manœuvrer sans la préoccupation constante de la conservation des munitions qui gouvernait chaque décision de Watson. La plage devant semblait étrangement calme. Le bombardement naval avait transformé le sable volcanique noir en un paysage lunaire de cratères et de débris, mais aucun tir ennemi n'a accueilli les premières vagues d'embarcations de débarquement. Le renseignement avait prédit cela. La stratégie de Kuribayashi prévoyait de laisser les Marines débarquer en force avant de déclencher la réaction défensive. Quelque part dans les collines surplombant la plage, des observateurs japonais comptaient les bateaux et estimaient la force américaine. La vraie bataille commencerait quand les Marines se déplaceraient vers l'intérieur. Le chef d'escouade de Watson, le sergent McMahon, avait passé le voyage à étudier les photographies de reconnaissance aérienne de leur objectif. La colline 203 dominait l'approche sud de l'île, ses pentes criblées de grottes et de bunkers qui commandaient des champs de tir sur tout le front de plage. Les batailles précédentes avaient appris aux Marines que prendre les hauteurs était essentiel pour établir des têtes de pont sécurisées. Mais les défenseurs d'Iwo Jima avaient retourné ce principe contre eux. Chaque sommet était une forteresse conçue pour canaliser les attaques américaines dans des zones de mort préparées. La contradiction entre la doctrine et la réalité était devenue claire lors des exercices d'entraînement à Hawaï. Les tactiques d'escouade exigeaient que le tireur BAR établisse un tir de base, tandis que les carabiniers avançaient par bond. Mais le terrain du Pacifique offrait rarement les champs de tir clairs qui rendaient cette tactique efficace. Plus souvent, le combat se produisait à des portées mesurées, en yards plutôt qu'en centaines de yards. L'ennemi apparaissait soudainement à partir de positions dissimulées, s'engageait brièvement à courte portée, puis disparaissait dans les systèmes de tunnels qui reliaient les positions défensives sur le champ de bataille. Watson avait commencé à soupçonner que les faiblesses supposées de son arme pourraient devenir des avantages dans ces conditions. Le poids du bar fournissait la stabilité pour un tir rapide, sans avoir besoin d'un bipied. Sa puissante cartouche conservait l'efficacité à courte portée, même lorsqu'elle était tirée à partir de positions instables. Plus important encore, sa capacité de tir automatique pouvait fournir une puissance de feu écrasante pendant les brefs moments où les défenseurs japonais s'exposaient. Alors que la porte de l'embarcation de débarquement s'abaissait et que Watson entrait dans le ressac d'Iwo Jima, il portait plus qu'une simple arme controversée. Il portait le poids des hypothèses tactiques qui avaient gouverné la doctrine d'infanterie américaine depuis la Première Guerre mondiale. En quelques heures, ces hypothèses feraient face à leur test ultime contre un ennemi qui avait passé des mois à se préparer pour exactement ce moment. Le fusil trop lourd que les planificateurs militaires avaient commencé à éliminer des unités d'infanterie était sur le point de prouver que parfois les outils les plus critiqués deviennent les plus décisifs lorsqu'ils sont maniés par quelqu'un qui comprend leur vrai potentiel. La tromperie a duré exactement 47 minutes. Les bottes de Watson avaient à peine séché du ressac quand les premiers obus de mortier ont commencé à tomber parmi les Marines dispersés sur le front de plage noire. L'ennemi avait attendu avec une patience disciplinée, permettant à 4000 Américains de s'entasser sur le front de plage étroit avant de révéler le champ de mort qu'ils avaient préparé. Ce qui a suivi n'était pas une bataille au sens conventionnel, mais une destruction méthodique d'hommes pris dans un réseau invisible de tirs entrecroisés. Le peloton de Watson avait avancé de 300 yards vers l'intérieur quand les flancs des collines ont éclaté avec des éclairs de bouche. Les positions japonaises que la reconnaissance aérienne avait manquées ou rejetées comme détruites se sont révélées par des rideaux de feu qui balayaient le terrain volcanique
volcanique comme une pluie mortelle. Les Marines avaient marché dans un piège conçu par un ennemi qui comprenait leur tactique mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes. Chaque couvert que les Américains cherchaient avait été préenregistré pour le tir de mortier. Chaque route d'avance les canalisait vers des positions de mitrailleuses cachées dans des grottes et des bunkers que le bombardement naval ne pouvait pas atteindre. Le son était sans précédent dans l'expérience d'entraînement de Watson. Les mitrailleuses japonaises crépitaient avec un rythme de tir rapide, distinctif, différent du battement plus lent et plus lourd des armes américaines. La mitrailleuse Nambu type 92 tirait des cartouches de 7,7 mm à une cadence de tir de 450 coups par minute, créant un bourdonnement soutenu qui se mêlait au craquement du tir de fusil et au bruit plus profond des mortiers. Mais c'était le silence entre les rafales qui s'avérait le plus terrifiant. Les moments où les Marines réalisaient que le mouvement signifiait la mort, et l'immobilité signifiait la mort éventuelle par le tir indirect. La voix du sergent McMahon a coupé le chaos, dirigeant son escouade vers une dépression dans la roche volcanique qui offrait un abri momentané. Watson a suivi, le poids du bar se déplaçant maladroitement alors qu'il se précipitait sur un terrain qui semblait conçu pour punir quiconque portait plus que l'équipement de base. Autour de lui, les Marines avec des armes plus légères se déplaçaient plus rapidement, plongeant pour un couvert qui s'avérait souvent insaisissable quand le tir ennemi venait d'angles inattendus. Les Japonais avaient positionné leurs armes pour créer des tirs croisés qui éliminaient l'espace mort et forçaient les attaquants dans des situations de plus en plus désespérées. Le problème tactique est devenu clair en quelques minutes de l'embuscade. Les tactiques d'escouade traditionnelles reposaient sur l'établissement d'un tir de base pour supprimer les positions ennemies, tandis que d'autres éléments manœuvraient pour l'assaut. Mais l'ennemi restait invisible, tirant à partir de positions qui ne pouvaient pas être identifiées jusqu'à ce qu'elles se révèlent par les éclairs de bouche. Quand les Marines tentaient de riposter, ils s'exposaient aux observateurs qui dirigeaient le tir de mortier avec une précision mortelle. Le résultat était un jeu mortel de cache-cache où les Japonais tenaient tous les avantages. Le premier engagement de Watson a duré moins de 30 secondes, mais lui a enseigné tout ce qu'il avait besoin de savoir sur le potentiel de son arme. Une position de mitrailleuse japonaise a ouvert le feu à partir d'une bouche de grotte à environ 60 yards devant lui, ses traceurs cherchant des cibles parmi les Marines dispersés. Suivant la doctrine, Watson a déployé le bipied du bar et a tenté de riposter avec un tir précis, à partir d'une position couchée. La précision de l'arme était excellente, mais sa position a immédiatement attiré l'attention des mortiers ennemis. 3 obus ont atterri à moins de 20 yards de sa position, le forçant à abandonner sa position de tir soigneusement préparée et à chercher un nouvel abri. La leçon était immédiate et brutale. Le rôle conventionnel du bar en tant qu'arme de soutien d'escouade n'était pas seulement inefficace mais potentiellement suicidaire contre un ennemi qui avait passé des mois à se préparer pour exactement ces tactiques. Watson a réalisé que les faiblesses supposées de son arme, son poids, son exigence d'engagement à courte portée, sa consommation de munitions, étaient en réalité des adaptations à un type de guerre différent de celui que les planificateurs militaires avaient envisagé. Le soldat McMahon, accroupi à 10 yards à gauche de Watson, avait épuisé 2 clips de 8 cartouches de son Garand en essayant de localiser la position de la mitrailleuse. Son tir de fusil précis, dévastateur à plus longue portée, s'avérait inadéquat contre un ennemi qui apparaissait brièvement avant de disparaître dans les positions préparées. Les Japonais avaient appris à minimiser leur temps d'exposition, tirant des rafales courtes avant de se retirer dans les tunnels qui reliaient leurs positions défensives. Les compétences de tir conventionnelles, le fondement de l'entraînement des Marines, devenaient moins pertinentes quand les cibles apparaissaient pendant quelques secondes à la fois. La percée est venue quand Watson a abandonné la pensée doctrinale et a commencé à traiter son arme comme un outil d'assaut rapproché plutôt que comme une arme de soutien. Quand la mitrailleuse japonaise a repris le tir, Watson a quitté sa position couverte et a commencé à se déplacer directement vers l'ennemi. Le poids de 20 livres du bar, auparavant un obstacle, fournissait maintenant la stabilité pour un tir précis en avançant. Sa capacité automatique lui permettait de maintenir un tir de suppression sans la pause requise pour la manipulation du verrou. Plus importante encore, sa puissante cartouche 30-06 conservait l'efficacité mortelle aux courtes portées où le combat du Pacifique se produisait réellement. L'avance de Watson a couvert 40 yards en moins de
20 secondes, le BAR tirant en rafale contrôlée qui maintenait la position ennemie supprimée tandis qu'il réduisait la distance. L'équipage japonais entraîné à engager les cibles à plus longue portée se trouvait face à un tir automatique soutenu d'un adversaire de plus en plus proche. Leur doctrine tactique n'avait pas anticipé un ennemi qui avancerait directement dans leur champ de tir tout en maintenant un tir de retour efficace. Quand Watson a atteint la portée effective à environ 20 yards de la bouche de la grotte, il a vidé un chargeur entier dans la position en une seule rafale soutenue. L'impact psychologique sur les Marines à proximité a été immédiat. Ils avaient été témoins d'un homme avec une arme automatique, neutralisant une position qui avait cloué au sol une escouade entière. Plus important encore, ils avaient vu une approche tactique qui correspondait à la réalité du combat du Pacifique, plutôt qu'aux théories développées dans l'entraînement en temps de paix. Le bar, rejeté comme trop encombrant pour la guerre mobile, s'avérait décisif lorsqu'il était employé agressivement à courte portée. Mais le succès de Watson avait un coût qui illustrait le défi fondamental de l'arme. Son chargeur de 20 cartouches vidé en un engagement représentait plus de 8% de sa charge de munitions totale. Le tir de fusil conventionnel permettait une conservation précise des munitions, chaque coup étant soigneusement visé et comptabilisé. Le tir automatique exigeait un calcul différent, échangeant l'efficacité des munitions contre la rapidité tactique et l'effet psychologique. Watson comprenait que ces chargeurs restants devraient compter, non seulement en termes de cibles engagées, mais en termes de bataille qui pourraient être gagnées ou perdues en fonction de la capacité de tir soutenue. L'avance du peloton a repris, mais le paysage avait fondamentalement changé. Les Marines qui avaient précédemment cherché des positions de tir à longue portée se déplaçaient maintenant agressivement vers les positions ennemies, en utilisant les caractéristiques du terrain pour se dissimuler plutôt que d'établir des lignes défensives statiques. La démonstration de Watson avait révélé que les tactiques défensives japonaises étaient vulnérables à l'assaut direct par des attaquants déterminés qui pouvaient maintenir le feu en avançant. La clé était d'abandonner la sagesse conventionnelle selon laquelle les armes automatiques exigeaient des positions fixes pour être efficaces. Alors que le peloton s'approchait de la base de la colline 203, Watson compta ses munitions restantes. 10 chargeurs, 200 cartouches au total. Les mathématiques du tir automatique étaient impitoyables. À son taux de consommation démontré, il possédait peut-être 10 autres engagements avant de devenir simplement un autre fusilier. Mais il avait appris quelque chose qui s'avérerait plus précieux que la conservation des munitions. Les Japonais s'étaient préparés pour un assaut américain conventionnel, pas pour des Marines qui comprenaient que leur arme la plus critiquée pourrait être leur outil le plus efficace lorsqu'elle était utilisée sans égard pour la doctrine en temps de paix. L'obus de mortier qui changea tout atterrit à 23 mètres derrière la position de Watson à 11h47 le matin du 27 février. L'explosion tua le caporal Henderson instantanément et blessa 2 autres Marines suffisamment gravement pour les retirer du combat. Plus critiquement, cela coupa le fil de communication qui reliait le peloton de Watson au quartier général du bataillon, laissant 32 Marines isolés sur une colline que l'artillerie japonaise avait déjà enregistrée pour la destruction. Watson se trouva seul, non par choix, mais par les circonstances. Le barrage de mortier qui suivit la mort de Henderson dispersa son escouade sur 100 mètres de terrain accidenté, chaque marine cherchant l'abri que la roche volcanique pouvait fournir. Quand le bombardement s'arrêta, un silence étrange s'installa sur la colline. Le genre de silence qui précédait soit la retraite, soit l'annihilation. À travers l'air teinté de soufre, Watson pouvait voir l'infanterie japonaise se déplacer dans des positions qui auraient dû être dégagées des heures plus tôt, réoccupant des bunkers et des entrées de grottes qui se connectaient au système de tunnels, criblant l'intérieur de l'île. La situation tactique était pire que désespérée. Le peloton de Watson avait avancé au-delà de la distance de soutien d'autres unités Marines, attiré en avant par ce qu'ils croyaient être une percée dans les défenses japonaises. Au lieu de cela, ils étaient tombés dans un piège soigneusement planifié. L'ennemi les avait laissés prendre la crête de la colline, puis avaient fermé leur route de retraite avec un tir coordonné depuis des positions qui étaient restées cachées pendant l'assaut initial. Maintenant, ces mêmes positions se révélaient, confiant que les Marines isolés ne posaient pas de menace significative pour leur réseau défensif. Watson compta 7 positions ennemies distinctes dans son champ de vision. Chacune était soigneusement positionnée pour fournir un soutien mutuel aux autres. La doctrine japonaise mettait l'accent sur les champs de tir imbriqués qui éliminaient les zones mortes et forçaient les attaquants dans des zones de mort préparées. Les positions s'étaient reliées par des tunnels qui permettaient aux défenseurs de renforcer les points menacés ou de se retirer lors d'un assaut direct pour réapparaître ailleurs dans le réseau.
Les tactiques Marines traditionnelles basées sur l'identification et la destruction de positions individuelles s'avéraient inadéquates contre un ennemi qui pouvait disparaître et réapparaître à volonté. Les premiers soldats japonais à s'approcher de la position de Watson se déplaçaient avec la confiance d'hommes qui croyaient faire face à un ennemi vaincu. Un peloton de 8 soldats émergea d'une entrée de tunnel à 40 mètres en bas de la pente. Leur fusil type 99 tenu prêt mais non visé avec l'urgence que le combat exigeait. On leur avait dit que les Américains sur la colline étaient coupés et démoralisés, attendant soit le secours, soit la mort. Ce qu'ils rencontrèrent à la place était un marine qui avait passé 2 jours à apprendre que les tactiques conventionnelles n'étaient pas seulement inadéquates, mais activement nuisibles dans ce nouveau type de guerre. La première rafale de Watson surprit complètement le peloton japonais en terrain découvert. Le tir soutenu du bar balaya leur formation comme une faux. Les puissantes cartouches 20-06 s'avérant dévastateurs à courte portée. 8 soldats ennemis tombèrent en moins de 5 secondes. Leurs corps éparpillés sur un terrain qui, quelques instants auparavant, semblait sûr. Mais Watson comprenait que ce succès initial n'était que le début d'un engagement beaucoup plus important. Les Japonais n'avaient pas engagé un seul peloton pour reprendre la colline. Ils avaient engagé une compagnie entière, plus de 120 soldats qui pouvaient se permettre d'accepter des pertes qui auraient détruit une force plus petite. L'impact psychologique du tir de Watson était aussi important que ses effets physiques. Les soldats japonais, qui se déplaçaient avec confiance vers ce qu'ils croyaient être une opération de nettoyage de routine, se trouvaient soudainement sous un tir automatique soutenu d'un ennemi qui aurait dû être supprimé ou éliminé. Leur doctrine tactique ne les avait pas préparés pour un seul marine qui pouvait maintenir un tir efficace tout en changeant constamment de position. Plus critiquement, leurs officiers n'avaient pas anticipé un adversaire qui comprenait que la mobilité et l'agressivité pouvaient surmonter les positions défensives préparées. L'engagement suivant de Watson s'est produit moins de 2 minutes plus tard, quand un deuxième peloton a tenté de contourner sa position par le nord. Cette fois, l'ennemi s'approcha avec plus de prudence, utilisant les affleurements volcaniques pour se couvrir et avançant par bonds. Leur tactique était saine, selon les normes conventionnelles, mais ils ne s'étaient pas adaptés à faire face à une arme automatique employée agressivement plutôt que défensivement. Watson attendit que les éléments de tête s'engagent dans leur assaut, puis se déplaça directement vers eux tout en tirant des rafales soutenues qui les forçaient à se mettre à couvert. La clé du succès de Watson résidait dans son abandon de la pensée défensive statique. Au lieu d'établir une position de tir et de tenter de la tenir contre des nombres supérieurs, il traita toute la colline comme un champ de bataille mobile, où le mouvement et le tir étaient intégrés dans un seul concept tactique. Le poids du bar, précédemment un handicap, fournissait maintenant la stabilité nécessaire pour un tir précis en avançant. Sa capacité automatique lui permettait de maintenir la suppression sans la pause requise pour la manipulation du verrou qui caractérisait les fusils conventionnels. Le tir de retour japonais s'intensifia, alors que plus de soldats ennemis réalisaient qu'ils faisaient face à une menace significative plutôt qu'à des survivants isolés. Les balles de fusil et les fragments de grenades écaillaient la roche volcanique autour de la position de Watson, le forçant à chronométrer ses mouvements avec soin pour éviter le tir concentré. Mais la réaction de l'ennemi révéla une faiblesse critique dans leur approche tactique. Ils tentaient d'engager une cible mobile en utilisant des techniques conçues pour la guerre statique. Leur position, bien que s'appuyant mutuellement contre l'assaut conventionnel, devenait des responsabilités face à un adversaire qui refusait de rester dans un seul endroit assez longtemps pour être efficacement ciblé. La consommation de munitions de Watson au cours des 10 premières minutes de combat soutenu était énorme selon les normes conventionnelles. Il avait dépensé 4 chargeurs de 20 cartouches. 80 cartouches qui représentaient plus d'un tiers de sa charge totale. Mais ces calculs ignoraient la valeur tactique du tir automatique soutenu contre un ennemi entraîné à s'attendre à des coups visés de fusils à verrou. Chaque rafale non seulement engageait les cibles visibles, mais forçait les autres à chercher un abri, perturbait leur coordination et créait des opportunités pour d'autres avancées qui auraient été impossibles sous le tir de fusil conventionnel. Le tournant vint quand Watson réalisa que les positions défensives japonaises étaient en réalité plus vulnérables à l'assaut rapproché qu'à l'engagement à longue portée. Les entrées de grottes et les entrées de tunnels qui fournissaient une excellente protection contre le tir de fusil distant devenaient des pièges mortels lorsqu'ils étaient approchés par un ennemi avec des armes automatiques. La cartouche 20-06 conservait une efficacité meurtrière même après avoir ricoché sur la roche volcanique, créant un cône de fragments meurtriers
qui atteignaient les positions où le tir direct ne pouvait pas pénétrer. L'assaut de Watson sur le complexe de bunker central a commencé à 12h05 et a duré exactement 4 minutes. Se déplaçant de position en position tout en maintenant un tir continu, il avança sur 60 mètres de terrain découvert qui aurait dû être impraticable sous l'observation ennemie. Son succès dépendait non pas de la supériorité du tir ou du génie tactique, mais de sa compréhension que le bar était fondamentalement différent de toute autre arme sur le champ de bataille. Ce n'était pas un fusil qui se trouvait tiré automatiquement, mais une arme automatique qui pouvait être employée avec une précision de type fusil si nécessaire. Le bunker qui avait ancré les défenses japonaises sur la colline contenait 12 soldats ennemis et suffisamment de munitions pour soutenir le tir défensif pendant des heures. L'approche de Watson a éliminé cette position en moins de 30 secondes de tir automatique soutenu. L'efficacité dévastatrice du BRA à courte portée s'avérant écrasante contre les défenseurs qui s'étaient préparés pour un type d'assaut différent. Quand le silence revint sur la colline, Watson se trouva entouré par les résultats de 15 minutes qui avaient redéfini ce qu'un marine avec la bonne arme pouvait accomplir contre des probabilités impossibles. Le décompte des munitions racontait sa propre histoire. Watson avait tiré 160 cartouches, lui en laissant 80 pour ce qui viendrait ensuite. Mais le paysage tactique avait complètement changé. Les positions japonaises, qui semblaient imprenables quelques minutes plus tôt, étaient silencieuses. Leurs défenseurs étaient soit morts, soit s'étaient retirés par les systèmes de tunnels qui ne fournissaient plus le sanctuaire qu'ils avaient autrefois offert. Le fusil trop lourd avait prouvé que la mobilité et la puissance de feu, correctement combinées, pouvaient surmonter toute position défensive qui dépendait des hypothèses tactiques conventionnelles. La balle qui frappa Watson le toucha à l'épaule gauche à 12h21. Une cartouche de 7,7 mm d'un tireur d'élite japonais qui avait observé la colline à travers une lunette pendant la meilleure partie d'une heure. L'impact fit tourner Watson et le jeta derrière un groupe de roches volcaniques qui avait fourni sa dernière position de tir. Le sang imbiba sa veste de combat, chaud, contre une peau qui était devenue froide par le choc et l'adrénaline. Pendant 30 secondes, les seuls sons sur la colline étaient sa propre respiration laborieuse et le craquement lointain du tir de fusil d'autres parties du champ de bataille. La balle du tireur d'élite aurait dû mettre fin au combat de Watson, mais elle avait frappé à un angle qui l'envoya à travers le muscle et le tendon, sans frapper l'os ou les artères majeures. Watson découvrit cela par un inventaire attentif des réactions de son corps plutôt que par une formation médicale formelle. Il pouvait toujours bouger son bras, bien que chaque mouvement envoyait des éclairs à travers son système nerveux. Plus important encore, il pouvait toujours faire fonctionner les commandes du bar, même si le rechargement exigerait des adaptations pour accommoder son épaule blessée. L'arme elle-même avait survécu à la chute sans dommage, sa construction robuste s'avérant aussi fiable que sa réputation le suggérait. Les voix japonaises résonnaient depuis les positions en bas de la pente, discutant des options tactiques dans des tons qui suggéraient la confiance plutôt que le désespoir. Ils avaient été témoins de l'assaut de Watson sur leur position défensive, et comprenaient qu'ils faisaient face à un adversaire exceptionnel. Mais ils savaient aussi que les hommes blessés avaient des limitations qui pouvaient être exploitées par des tactiques patientes. Le tireur d'élite avait fait son travail en blessant plutôt qu'en tuant. Un marine blessé pourrait tenter de tenir sa position, créant des opportunités pour un assaut coordonné qu'un ennemi mort ne pouvait pas fournir. La situation des munitions de Watson était devenue critique de manière qui s'étendait au-delà des simples décomptes de cartouches. Il possédait exactement 60 cartouches et 3 chargeurs, suffisant pour peut-être 3 minutes de combat soutenu à son taux de consommation précédent. Mais plus significativement, son épaule blessée empêcherait les changements de chargeur rapides que le tir automatique exigeait. Chaque rechargement exigerait 15 à 20 secondes plutôt que les 8 secondes qu'il avait gérées quand il n'était pas blessé. Dans un combat rapproché contre plusieurs adversaires, ces secondes supplémentaires pourraient s'avérer fatales. Le problème tactique auquel Watson faisait face était sans précédent dans les manuels d'entraînement du corps des Marines. La doctrine militaire supposait que le personnel blessé serait évacué ou chercherait des positions défensives jusqu'à l'arrivée de l'aide médicale. Aucune option n'existait sur sa colline isolée. L'évacuation exigeait la communication avec les unités de soutien qui avaient été coupées par le tir de mortier des heures plus tôt. Les positions défensives exigeaient un soutien mutuel d'autres Marines qui avaient été dispersés sur un terrain qui rendait la coordination impossible. Watson faisait face au choix entre la retraite et l'agression continue.
l'une ou l'autre option portant des conséquences presque certaines. La décision a été prise pour lui quand l'infanterie japonaise a commencé à monter la pente par bons coordonnées. Leur approche suggérait un assaut de force de peloton conçu pour surmonter sa position par le tir concentré et la manœuvre. Watson compta au moins 20 soldats dans la vague initiale, avec d'autres suivant par les caractéristiques du terrain qui cachaient leur nombre réel. Ils se déplaçaient avec la patience disciplinée de troupes qui comprenaient que le temps favorisait leur cause. Un ennemi blessé avec des munitions limitées ne pouvait pas soutenir le tir défensif indéfiniment. La réaction de Watson violait tous les principes de la guerre défensive enseignés dans les écoles militaires. Au lieu de chercher un abri et de tenter d'établir des champs de tir imbriqués, il se déplaça vers l'ennemi qui avançait tout en tirant des rafales contrôlées qui les forçaient au sol. Son épaule blessée créa une position de tir maladroite qui améliora en réalité sa précision en limitant sa tendance à disperser les cartouches sur de larges zones de cible. Chaque rafale était plus soigneusement visée que son tir automatique précédent, avec des résultats dévastateurs contre les soldats ennemis qui ne s'attendaient pas à une action agressive d'un adversaire blessé. L'assaut japonais s'effondra en quelques minutes alors que les soldats entraînés aux tactiques conventionnelles se trouvaient face à un ennemi qui refusait de se comporter selon les modèles établis. Leur doctrine appelait à la suppression des positions défensives avec un tir concentré, tandis que les éléments d'assaut hissaient manœuvrer pour le combat rapproché. Mais la position de Watson a changé constamment, rendant la suppression impossible et annulant leur technique d'assaut soigneusement répétée. Plus critiquement, son tir automatique a créé des taux de perte qui dépassaient ce que leur planification tactique avait anticipé. La blessure de Watson est devenue un avantage tactique de manières inattendues. La douleur l'a forcé à se déplacer plus délibérément, éliminant les décisions précipitées qui avaient caractérisé ses engagements antérieurs. Chaque changement de position a été calculé pour maximiser la couverture tout en maintenant des champs de tir qui couvraient les approches ennemies probables. Sa capacité physique réduite a nécessité une utilisation plus efficace des munitions, conduisant à un placement de tir qui était en réalité plus efficace que ses rafales soutenues précédentes. La limitation est devenue une libération des tactiques gaspilleuses qu'il n'avait pas réalisé qu'il employait. La deuxième blessure est arrivée à 12h38 quand un fragment de grenade a ouvert une plaie le long de la jambe gauche de Watson. L'explosion avait été destinée à le chasser de sa couverture, mais a plutôt fourni une confirmation que l'ennemi connaissait sa localisation générale tout en restant incertain de sa position exacte. Watson a utilisé cette connaissance pour créer une déception, tirant d'un endroit, puis se déplaçant immédiatement vers un autre avant que le tir de riposte puisse être efficacement dirigé. Sa traînée de sang, visible sur la roche volcanique sombre, a en réalité assisté cette déception en suggérant des blessures plus graves que la réalité. Les pertes japonaises ont augmenté régulièrement, alors que leur assaut continuait. Le tir précis de Watson avait éliminé au moins 15 soldats ennemis, réduisant leur avantage numérique tout en créant une pression psychologique qui affectait les décisions tactiques. Les officiers qui avaient planifié une réduction méthodique de sa position se sont trouvés engageant des réserves pour maintenir l'élan de l'assaut. Le résultat a été un engagement croissant qui a transformé une opération de routine en une lutte désespérée pour le contrôle d'un terrain qui n'avait aucune valeur stratégique au-delà du symbolisme de vaincre un marine américain. Le moment critique est arrivé quand les munitions de Watson ont atteint son dernier chargeur. 20 cartouches représentaient peut-être 90 secondes de capacité de combat, après quoi il serait devenu simplement un autre marine blessé, attendant soit un sauvetage, soit la mort. Mais ces 20 cartouches représentaient aussi l'aboutissement de tout ce qu'il avait appris sur l'emploi des armes automatiques au combat rapproché. Chaque cartouche serait tirée avec la précision d'un tireur d'élite, combinée à la mobilité tactique qui avait rendu ses actions précédentes réussies. L'assaut final du commandant japonais a engagé tous les soldats disponibles dans une attaque simultanée de plusieurs directions. Watson a compté 37 troupes ennemies convergeant vers sa position, leur coordination suggérant un excellent entraînement et un excellent commandement. Dans les circonstances conventionnelles, de tels nombres garantiraient le succès tactique contre un seul défenseur blessé. Mais ce n'étaient pas des circonstances conventionnelles. Et Watson ne combattait plus comme un marine conventionnel. Il combattait comme un homme qui comprenait que le vrai potentiel de son arme ne pouvait être réalisé que lorsqu'il était employé sans égard pour les limitations doctrinales. Le dernier combat de Watson a duré exactement 3 minutes et 17 secondes, se déplaçant constamment tout en tirant des rafales contrôlées
il a engagé des cibles qui apparaissaient brièvement avant de disparaître dans le terrain volcanique. Son état blessé a forcé une économie de mouvement qui a, en réalité, amélioré son efficacité. Chaque coup soigneusement planifié et exécuté avec une précision que son tir automatique antérieur n'avait pas. Quand sa dernière cartouche a été dépensée à 12h44, la colline ne contenait que le silence et la preuve de ce qu'un marine avec la bonne arme pouvait accomplir quand poussé au-delà de chaque limitation que l'entraînement avait imposée. L'évaluation du champ de bataille menée des heures plus tard par les unités marines avançantes enregistrerait 60 pertes japonaises dans la zone immédiate autour de la position de Watson. Le décompte incluait les soldats qui avaient été blessés et retirés par les systèmes de tunnels, rendant les chiffres exacts impossibles à déterminer. Ce qui pouvait être mesuré précisément était l'impact tactique. Une compagnie entière d'infanterie japonaise expérimentée avait été neutralisée par un seul marine blessé, dont l'arme était considérée comme obsolète par les planificateurs militaires qui n'avaient jamais affronté la réalité du tir automatique à courte portée, employé agressivement plutôt que défensivement. Les brancardiers qui ont atteint Watson à 14h35 l'ont trouvé conscient, mais à peine cohérent. Sa perte de sang était suffisamment grave pour nécessiter une évacuation immédiate vers le navire hôpital au large. Son épaule gauche avait été fracassée par la balle du tireur d'élite, nécessitant une chirurgie qui aurait lieu dans des conditions bien éloignées des salles d'opération stériles des hôpitaux du territoire continental. Le fragment de grenade dans sa jambe avait sectionné le tissu musculaire, mais avait manqué les artères principales. Un coup de chance qui avait probablement sauvé sa vie pendant les 3 heures où il avait tenu la colline seul. Le lieutenant-colonel Denig est arrivé au poste de secours 20 minutes après l'évacuation de Watson, portant des rapports de terrain qui peignaient une image incomplète de ce qui s'était produit sur la colline 203. Les communications radio avaient été coupées pendant la majeure partie de l'engagement, laissant le quartier général du bataillon reconstituer les événements à partir du témoignage de Marines dispersés, qui avaient été témoins de portions de l'action depuis des positions éloignées. La preuve physique parlait plus clairement que les déclarations des témoins. 60 pertes japonaises confirmées dans une zone d'environ 100 mètres carrés avec des armes et des équipements suggérant qu'une compagnie entière avait été engagée dans l'assaut. Le fusil automatique Browning gisait là. Watson n'avait laissé tomber. Son canon encore chaud malgré les heures qui s'étaient écoulées depuis ses derniers tirs. Les spécialistes en munitions qui ont examiné l'arme l'ont trouvée mécaniquement parfaite, sans signe de surchauffe ou de défaillance mécanique que les armes automatiques étaient censées subir pendant le combat soutenu. Le canon montrait des motifs d'usure normaux. L'action fonctionnait régulièrement, et le puits de chargeur conservait les tolérances précises qui permettaient une alimentation fiable dans les conditions de combat. Plus significativement, l'arme ne montrait aucune preuve des modifications ou des expédients de terrain que les Marines employaient généralement pour améliorer la fiabilité dans les conditions du Pacifique. La dépense de munitions de Watson est devenue le sujet d'une analyse détaillée par les officiers du renseignement du corps des Marines, cherchant à comprendre comment la doctrine conventionnelle des petites armes s'était avérée si inadéquate contre les tactiques défensives japonaises. Les décomptes de terrain suggéraient que Watson avait tiré environ 200 cartouches pendant son engagement de 15 minutes, représentant près de 90% de sa charge totale. Selon les normes conventionnelles, de tels taux de consommation étaient insoutenables et tactiquement irresponsables. Selon les normes que Watson avait établies, il représentait la puissance de feu minimale nécessaire pour neutraliser une position ennemie bien préparée par un assaut agressif plutôt qu'une réduction méthodique. Les implications tactiques s'étendaient bien au-delà d'un seul engagement sur une île volcanique du Pacifique. Les planificateurs du corps des Marines avaient basé leur doctrine des petites armes sur l'expérience européenne, où les armes automatiques étaient employées principalement dans des rôles défensifs ou comme armes de soutien pour l'infanterie avançante. Watson avait démontré que les mêmes armes pouvaient être décisives lorsqu'elles étaient employées agressivement à courte portée, mais seulement quand les opérateurs abandonnaient la pensée conventionnelle sur la conservation des munitions et la stabilité positionnelle. La leçon était simple en concept, mais révolutionnaire en pratique. Les armes automatiques atteignaient leur plein potentiel seulement quand elles étaient utilisées sans égard pour les limitations en temps de paix. Le capitaine Morrison, l'officier du renseignement du bataillon,
a passé 3 jours à interroger les Marines qui avaient observé des portions de l'action de Watson depuis des positions de soutien. Leurs récits décrivaient un style de combat qui ressemblait peu aux tactiques approuvées du corps des Marines, mais s'avérait dévastateur contre un ennemi préparé pour l'assaut conventionnel. Le rapport de Morrison déposé le 2 mars recommandait des changements fondamentaux dans la façon dont les armes automatiques étaient employées par l'infanterie marine, avec un accent particulier sur les tactiques à courte portée qui maximisaient la puissance de feu au détriment de la conservation des munitions. Le rapport médical sur l'état de Watson a révélé des blessures qui auraient dû être fatales dans les circonstances de combat conventionnels. Sa blessure à l'épaule avait sectionné les muscles nécessaires pour un tir de fusil précis, tandis que sa blessure à la jambe avait réduit sa mobilité au point où le mouvement tactique normal était devenu impossible. Pourtant, il avait continué à combattre pendant plus de 3 heures après avoir reçu ses blessures, adaptant ses tactiques pour accommoder les limitations physiques qui auraient rendu la plupart des Marines inefficaces au combat. L'adaptation avait en réalité amélioré son efficacité tactique en forçant un placement de tir plus délibéré et une utilisation plus efficace de la couverture disponible. L'évacuation de Watson vers le navire-hôpital au large a eu lieu pendant les opérations de combat continu qui consommeraient un autre mois avant que Hima soit déclaré sécurisé. Son action individuelle représentait moins d'1% des pertes totales infligées pendant la bataille. Pourtant, ces innovations tactiques ont influencé la doctrine du corps des Marines pour le reste de la guerre du Pacifique. Les unités équipées de fusils automatiques Browning ont commencé à les employer agressivement plutôt que défensivement, avec des résultats qui ont validé la compréhension instinctive de Watson des véritables capacités de l'arme. La recommandation de la médaille d'honneur préparée par le lieutenant-colonel Denig le 5 mars décrivait les actions de Watson dans un langage qui mettait l'accent sur le courage et la détermination, tout en minimisant les innovations tactiques qui avaient rendu son succès possible. Les décorations militaires reconnaissent traditionnellement la bravoure plutôt que la brillance tactique, laissant les implications doctrinales de la performance de Watson être traitées par des canaux séparés. La citation le créditait d'avoir neutralisé à lui seul une compagnie ennemie, un langage qui était factuellement exact, mais ne parvenait pas à transmettre la signification plus large de son approche tactique. La récupération de Watson à bord du navire-hôpital a pris 6 semaines, pendant lesquelles il est resté largement inconscient de l'attention analytique que son action avait générée au sein du quartier général du corps des Marines. Sa préoccupation principale était la réadaptation physique qui lui permettrait de retourner à son unité. Bien que les officiers médicaux aient déjà déterminé que ces blessures nécessiteraient une évacuation vers les hôpitaux du territoire continental, la guerre continuerait sans lui. Mais sa contribution influencerait la façon dont elle serait menée par des milliers de Marines qui ne connaîtraient jamais son nom. La réputation du fusil automatique Browning au sein du corps des Marines a subi une révision fondamentale au cours de la dernière année de la guerre du Pacifique. Les armes précédemment considérées comme trop lourdes pour les tactiques d'infanterie agressive ont été redistribuées aux Marines, entraînées aux techniques d'assaut rapprochées que Watson avait développées par une improvisation désespérée. Les programmes d'entraînement ont commencé à mettre l'accent sur la mobilité et la puissance de feu plutôt que sur les tactiques positionnelles qui avaient dominé la doctrine d'avant-guerre. Plus important encore, l'allocation de munitions pour les armes automatiques a été augmentée pour refléter la réalité que la capacité de tir soutenu était plus précieuse que la conservation au combat à courte portée. Les exigences tactiques uniques du théâtre du Pacifique avaient créé des conditions où la sagesse militaire conventionnelle s'avérait inadéquate, forçant les Marines individuels à développer des solutions qui contredisaient la doctrine établie. Le succès de Watson représentait l'intersection des circonstances désespérées, de la pensée innovante et d'un système d'armes qui n'avait jamais été employé selon ses véritables capacités. Ces 15 minutes sur la colline 203 ont démontré que l'équipement le plus critiqué pouvait devenir le plus décisif quand il était utilisé par quelqu'un qui comprenait que la survie nécessitait d'abandonner les préconceptions sur la façon dont la guerre était censée être menée. L'ironie finale de l'histoire de Watson résidait dans le moment de sa percée tactique. En mars 1945, les planificateurs militaires avaient déjà commencé à éliminer progressivement le fusil automatique Browning en faveur d'armes plus légères et plus conventionnelles, qui reflétaient les hypothèses en temps de paix sur le combat d'infanterie. Watson avait prouvé l'efficacité de l'arme juste au moment où l'établissement militaire avait décidé qu'elle était obsolète.
laissant les générations futures de soldats redécouvrir les principes tactiques qu'un marine blessé avait appris par nécessité désespérée sur une colline du Pacifique. Le fusil trop lourd qui avait sauvé sa vie disparaîtrait bientôt des arsenaux américains. Son vrai potentiel réalisé trop tard pour influencer les changements doctrinaux qui auraient pu sauver des milliers d'autres vies dans les campagnes insulaires brutales qui ont défini le Pacifique.